Mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, fidèles de notre rendez-vous devenu habituel. Avant d'ouvrir notre séance, je voudrais m'acquitter du devoir de préciser que la quinzaine n'a pas eu lieu depuis presque un mois pour des raisons d'agenda gouvernemental incompressibles. Et donc nous nous en excusons. Ouvrons cette quinzaine du gouvernement par une heureuse nouvelle. Il s'agit de la distinction de votre collègue journaliste à Radio Mucodec, Madame Sinclair, plus connue sous son nom professionnel, à savoir Madame Victoire André Nomby. Son talent et son professionnalisme ont été reconnus et récompensés par le prix RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon pour l'année 2024. Félicitations à votre consoeur qui a ainsi porté haut les couleurs de notre pays. Mesdames, Messieurs, l'échange entre vous, journalistes ici rassemblés, et le gouvernement, représenté ici par son porte-parole, a pour fonction principale d'éclairer ce qui peut paraître flou ou complexe dans la lecture de notre actualité nationale, singulièrement l'action des pouvoirs publics. Il s'agit de fournir les éléments nécessaires à la bonne compréhension par nos populations des tenants, des aboutissants et de la finalité des décisions prises. Bref, il s'agit de délivrer dans nos quinzaines, comme le dit le sage, je cite, « un renseignement qui améliore notre connaissance sur un sujet quelconque ». Fin de citation. Premier sujet d'actualité, la célébration ce 6 novembre 2024, c'est-à-dire hier, de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Instituée par la loi du 11 septembre 1984, la Journée nationale de l'arbre est la preuve du rôle précurseur joué par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso sur ces questions essentielles. Cette célébration, voulue par le chef de l'État, se déroule depuis de nombreuses années. Elle a été lancée, il y a une quarantaine d'années donc, à un moment où ces questions n'étaient pas à la mode. C'est la preuve de la conviction et de la constance du président de la République sur les sujets d'écologie et de préservation de l'environnement. C'est la preuve également de sa crédibilité sur ces questions, ce qui est de bon augure pour la position du Congo à quelques jours de l'ouverture de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Le président de la République, à travers cette journée nationale de l'arbre, incite les populations sur l'ensemble du territoire national à planter symboliquement des arbres. Cet acte citoyen est devenu une tradition et s'inscrit dans l'esprit des grandes initiatives qui résistent à l'épreuve du temps. Cette année, l'année 2024, le président de la République a souhaité que cette journée nationale de l'arbre, qui a eu une portée nationale, soit consacrée au verdissement de nos agglomérations urbaines, c'est-à-dire que nos agglomérations urbaines mettent en avant les considérations liées au planting et à tous les bienfaits en termes de climat, d'écologie, d'environnement et tout simplement de bonheur de vivre, mettent tous ces avantages en avant pour que nos villes soient plus agréables. Ces plantings d'arbres participent de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de reboisement et d'afforestation. Ils ont mobilisé les Congolaises et les Congolais dans leur diversité et sensibilité, depuis les simples citoyens jusqu'aux décideurs, des organisations non gouvernementales, de la société civile, aux confessions religieuses, en passant par les associations œuvrant dans le domaine de la forêt. Chacun y a mis du sien. Cette mobilisation populaire constatée hier sur toute l'étendue du territoire national a marqué le succès de la 38e Journée nationale de l'arbre. Mesdames et messieurs, ces derniers jours ont également été marqués par le séjour au Congo d'une délégation chinoise, conduite par le secrétaire général du comité de suivi des recommandations du Forum de coopération Afrique-Chine, FOCAC en sigle. Souvenons-nous
que le président Denis Sassou Nguesso co-préside ce forum pour les 4 prochaines années aux côtés du président Xi Jinping. Il s'agit notamment de mettre en place les conditions d'exécution du plan d'action sino-africain 2024-2028, fondé sur une enveloppe de 50 milliards de dollars mise à disposition de l'Afrique par la Chine lors du récent sommet de coopération Afrique-Chine qui s'est déroulé à Beijing. Nous touchons ici du doigt l'éminente responsabilité confiée à notre président, au nom de ses pairs africains et aux côtés de son homologue chinois, dans le choix et la mise en œuvre des grands projets structurants sino-africains sur le continent pour les prochaines années. Mesdames, Messieurs, sur un autre plan, le gouvernement reconnaît que la situation financière de notre pays a un impact, hélas, négatif sur certaines structures et administrations de l'État, établissements publics et entreprises sous tutelle. Cette situation sociale devenue difficile et parfois scandée au travers des réseaux sociaux amène les pouvoirs publics à se féliciter, malgré tout, de la résilience et de l'esprit de responsabilité des agents et travailleurs concernés. Le gouvernement les encourage donc à poursuivre les discussions avec l'État, dont l'État, la ligne directrice est de privilégier en toutes circonstances le dialogue social. Il s'agit de trouver ensemble des solutions pour juguler la crise et alléger le quotidien de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, il est à noter que la fourniture d'électricité à Brazzaville, qui avait connu une crise aiguë ces dernières semaines, crise due à des actes de vandalisme commis sur quelques infrastructures le long de la ligne de transport d'électricité Pointe-Noire-Brazzaville, s'est améliorée, comme s'y était engagé le gouvernement. Cette amélioration est due à la mobilisation des équipes techniques et a permis la réhabilitation des infrastructures, notamment des pylônes endommagés. Mesdames et messieurs, poursuivons les quelques fragments d'actualité à mettre à votre disposition ou à vous rappeler. Entre autres faits marquants de l'actualité nationale de ces derniers jours, nous pouvons citer à l'ouverture de la 2e édition du Forum économique Côte d'Ivoire-Congo, qui se tient depuis le 5 novembre et se déroulera jusqu'au 24 novembre 2024. Le gouvernement y a été d'ailleurs représenté au plus haut niveau, c'est-à-dire par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit d'un espace ouvert de promotion économique, culturelle et artistique entre nos deux pays, avec la perspective d'opportunités d'affaires. Voilà, mesdames et messieurs, un bel exemple de coopération sud-sud dont le gouvernement se félicite. Autre élément d'actualité, la réunion le 25 octobre dernier autour du ministre de la Santé et de la Population, des partenaires techniques et financiers, OMS, UNICEF et des officiels de l'ambassade des États-Unis par exemple. Cette réunion en vue de mobiliser des moyens dans le cadre de la lutte contre la variole du singe, autrement dit Mpox. Mesdames et messieurs, voilà les quelques fragments d'actualité relevés ces derniers jours et que je voulais partager avec vous. Avant de passer à nos échanges, permettez-moi d'évoquer la mémoire de 3 éminentes personnalités congolaises qui ont contribué au rayonnement de notre pays et nous ont récemment quittés. Il s'agit de Henri Germain Yombo Pella alias Beethoven, grand promoteur culturel, de Jean-Jacques Ndomba dit le géomètre, maître à jouer de nos Diables Rouges de football d'il y a quelques décennies, et Michel Boïbanda, musicien immense qui a égayé nos loisirs. Une pensée pour eux. Passons à présent à nos échanges. Merci pour votre attention. Edgar Boukilo, Info 240. Monsieur le ministre, il y a un tollé provoqué par l'augmentation surprise des forfaits Internet
par les opérateurs de téléphonie. Question, est-ce que le gouvernement était informé avant cette augmentation? Cette augmentation est-il unilatérale? Si c'est le cas, pourquoi le gouvernement, à travers son régulateur, l'APC, ne rappelle pas ses opérateurs à l'ordre? Parce que nous sommes en période de crise partout ailleurs dans la sous-région. Les forfaits sont revus à la baisse. Malheureusement, chez nous, c'est toujours à la hausse. Je crois que ce que nous devons faire, c'est, et vous le faites bien, c'est cette fonction que vous avez d'alerter, de dénoncer. Eh bien, le gouvernement qui est soucieux du panier de la ménagère, et le forfait Internet fait partie, comme les aliments, comme tous les produits de base, d'un élément essentiel. Aujourd'hui, nos compatriotes, notamment les plus jeunes, et qui sont parfois et souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, eh bien, sont pénalisés si les forfaits augmentent. Je vais en parler avec le ministre en charge de l'économie numérique. Je sais que régulièrement, quand il y a eu ce genre d'augmentation, il y a eu rapidement une concertation avec les opérateurs par le truchement de la RPCE. Donc maintenant, quand vous vous risquez à une comparaison avec les pays voisins, moi je serais prudent sur cette comparaison et ce benchmarking, parce que souvent on rencontre des surprises quand on fait des comparaisons. Par contre, s'inquiéter de l'augmentation et savoir dans quelle mesure cette augmentation peut être atténuée, voire annulée, ça je ne peux pas m'engager à ça. Mais je dois quand même, vous savez, il me semble que dans une autre vie j'ai géré un peu ce secteur, donc j'en connais les contraintes. Je vais vous en donner une par exemple. Ce n'est pas pour défendre les opérateurs, c'est simplement parce que c'est une réalité qu'ils vivent. On va plutôt parler de tout ce qui concerne les infrastructures des télécommunications et ce qu'on appelle les BTS et autres, et qui font le relais en fait du signal du téléphone, GSM, et de l'Internet. Ces infrastructures, qui ressemblent donc à des pylônes électriques, au fond, nécessitent un coût d'entretien, nécessitent que tout ça soit alimenté par l'électricité, avec toutes les contraintes que l'on peut imaginer. Eh bien, il n'est pas complètement interdit de penser que les opérateurs se retrouvent eux-mêmes en difficulté pour la raison qui consiste à ce que parfois ils peuvent manquer d'électricité. Donc il faut alimenter tout cela par des groupes, et des groupes où il faut mettre du carburant. Donc je vous donne quelques contraintes, je ne défends pas leur position. J'ajoute un autre point, parce que nous avons le progrès technique qui s'appelle les réseaux sociaux, l'utilisation du numérique, WhatsApp, Signal et le reste. Mais il faut savoir qu'avant, les opérateurs gagnaient leur vie sur quoi? Ils gagnaient sur les appels téléphoniques. C'était ça leur fonction première. Aujourd'hui, quand vous vous connectez sur WhatsApp, quand je me connecte sur WhatsApp, une fois que vous avez pris le forfait, qui va vous permettre peut-être de parler ou de converser ou d'envoyer des données, des vidéos, des audios, tout ce que nous voulons, du texte, le forfait n'intègre pas réellement le niveau de consommation des consommateurs, parce que le forfait, on vous dit, vous avez pris un forfait de temps de francs CFA, ça sera un forfait mensuel, mais c'est bon. Vis-à-vis de l'opérateur, vous avez payé. Est-ce que vous me comprenez? Vous avez payé. Mais pendant ce temps-là, lui, il doit entretenir ses infrastructures. Vous voyez, c'est un peu ça la contradiction. Mais, vous avez raison, à un moment donné, il faut demander aux opérateurs peut-être de tenir compte de l'environnement, du climat et de tout cela. Je remonterai l'information à mon collègue, mais encore une fois, il faut balancer la chose en tenant compte des contraintes qui sont celles des opérateurs. Je suis Ernest Blanchard-Dimier pour le groupe Razanet, c'est un groupe de médias en ligne. Ma première question est toute simple. Pourquoi la crise du carburant perdure-t-elle? La deuxième, elle est aussi simple. Il est arrivé, je crois que c'était un vendredi, nous avons eu 3 heures sans Radio Congo, par les voies par lesquelles nous les suivons d'habitude. Enquête menée, il nous a été révélé que le Congo aurait des dettes vis-à-vis d'un partenaire. On nous a parlé des mots un peu difficiles, broadcast et autres. Bon, je ne sais pas, vous en savez sûrement quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement quand on arrive à ce qu'un instrument de souveraineté tel la radio et la télévision d'État
puisse quand même cesser de mettre dans un pays en crise comme le Congo. Que s'est-il passé? Est-ce que les précautions sont prises pour qu'on ne vive plus ça prochainement? Bon, pour la crise du carburant, malheureusement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et j'ai souhaité échanger sur le sujet avec le directeur en charge au niveau de la SNPC des questions d'approvisionnement. Il s'avère que pour des raisons diverses, nous n'avons pas obtenu le contact direct avec notre interlocuteur, mais nous communiquerons parce que, au-delà de la quinzaine du gouvernement, nous communiquerons par les voies officielles quand nous aurons une information, et pourquoi pas sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas non plus dans notre groupe qui permettra d'éclairer l'ensemble des hommes et femmes de presse qui pourront eux-mêmes éclairer les populations. Il s'agit de quelque chose d'extrêmement désagréable. Hier, je cheminais dans la ville en quittant mon bureau, et nous sommes arrivés à un point que je ne nommerai pas, mais proche d'une station, et j'ai vu mon chauffeur qui quittait. Vous voyez, il y a deux voies, celle qui part comme ça et celle-là. Et j'ai vu que les voitures devant nous bifurquaient pour prendre à contresens la voie des véhicules qui venaient comme ça. Et j'ai demandé à mon chauffeur, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tous les véhicules qui étaient devant nous étaient arrêtés pour attendre le carburant qui se situait dans une station qui était à quelques dizaines de mètres de là, mais une file extrême. Donc, bien entendu, il s'agit d'un inconfort pour tout le monde, parce que nous avons dû nous bifurquer sur le côté. Donc, c'est une question fondamentale, et la SNPC travaille d'arrache-pied pour faciliter l'approvisionnement. Vous savez qu'il y a quelques semaines, on avait eu une contrainte qui était liée à un mouvement social auprès du CEFCO. Il y a peut-être une récurrence de problèmes dans les circuits de distribution, et le gouvernement travaille pour la résolution de ce problème. Parce que malheureusement, les circuits mafieux que nous appelons couramment les Kadhafi s'en donnent à cœur joie. Et aujourd'hui, quand vous devez vous approvisionner chez ces gens-là, eh bien vous avez un prix du carburant qui est prohibitif. Et vous avez un deuxième problème, c'est la qualité de ce carburant. Parce que la crainte et le soupçon qu'on a vis-à-vis des Kadhafi, c'est que non seulement ils augmentent le prix, mais en plus vous ne savez pas s'ils coupent ce carburant de manière à finalement quelque part abîmer nos véhicules et nos moteurs. Donc c'est une question fondamentale sur laquelle le gouvernement travaille et pour laquelle nous aurons des réponses pour le rétablissement du service de carburant dans des délais très courts. La coupure de Télé Congo et Radio Congo, vous êtes un journaliste d'investigation, vous êtes le premier à m'en parler. C'est-à-dire, vous avez pu suivre cela. Ça s'est passé effectivement. Dieu merci, ça a duré quelques heures, 3, 4 heures. Ça a été dommageable, parce que ce sont les deux médias de l'État. Et quand les deux médias de l'État s'arrêtent, nous sommes en Afrique, il peut y avoir des craintes sur la nature de la suspension des services. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Rappelez-vous, d'autant que dans tout cela, le président de la République était à l'autre bout du monde, en Russie. Donc c'est dû, là également malheureusement, aux contraintes financières qu'on évoque. Parce que finalement, comme dit le peuple lui-même, mais c'est l'argent qui est le problème. On l'appelle même le nerf de la guerre. Bon, on a un provider, mais on en avait déjà parlé, je crois, de cette affaire de Globecast. C'est un système qui a été mis en place bien avant que je sache qu'un jour je serai au gouvernement. Je n'étais même pas conseiller du président de la République. Et j'étais, à vrai dire, un simple citoyen. Donc c'est un système qui a permis, au lendemain de la guerre de 97 et précisément en 2001, de permettre que Télé Congo, qui par ses propres moyens et ses faisceaux hertziens, ne pouvait couvrir qu'une partie de Brazzaville. Il a fallu recourir à un opérateur, la filiale d'un grand groupe de télécommunications, pour que cet opérateur récupère le signal de Télé Congo, le monte au niveau de sa maison mère, et ensuite le dispatche auprès des providers du type Canal, SAT, du type StarTime aujourd'hui. Eh bien, effectivement, notre pays avait une dette sur ce sujet. Nous avons entamé des discussions. Ces discussions avaient abouti. Simplement, il y a eu un petit problème d'agenda où
ont un petit problème technique, c'est qu'au moment où leur ultimatum et leur mise en demeure expiraient, les opérations techniques de paiement avaient été mises en route. Mais vous savez comment ça se passe, et si vous ne le savez pas, Monsieur Dimi, je vous le dis, c'est que tous les paiements internationaux passent par une programmation au Trésor, une transmission de l'ordre de virement auprès de la banque du destinataire à la Banque centrale, et ensuite la Banque centrale émet techniquement, fait les opérations de virement et émet une preuve de virement qui s'appelle un SWIFT. Eh bien, c'est ce petit moment-là de flottement dans ce circuit et qui n'avait donc rien à voir avec une faute commise par le gouvernement, l'État ou le Trésor. C'est sans ce petit moment de flottement que l'entreprise bénéficiaire n'ayant pas reçu en temps et en heure le SWIFT a été amenée à couper le service, mais ça a été rétabli dans la journée. Et je peux vous dire que si c'est rétabli dans la journée, c'est qu'entre-temps, le SWIFT, ils l'ont eu. Donc c'est juste une question de... Voilà, petite question de délai au niveau bancaire et en matière de virement. Merci, Monsieur le ministre. Aline France et Tokabika de Télécongo. Vous l'avez évoqué dans votre mot introductif, Monsieur le ministre, la conférence des parties sur le climat. Oui. COP 29, je pense, qui s'ouvre dans quelques jours à Bakou, en Azerbaïdjan. Le chef de l'État, naturellement, il prendra part, comme il a toujours su le faire. Alors, cette COP, comme vous le savez, Monsieur le ministre, est qualifiée de charnière, puisqu'elle ambitionne d'œuvrer dans la concrétisation de plusieurs accords et projets signés depuis plusieurs rencontres qui ont déjà eu lieu précédemment, notamment l'accord de Paris, qui date de 9 ans déjà aujourd'hui, avec son point essentiel qui est celui du mécanisme d'octroi de crédit dans le cadre du marché carbone. Là encore, les Africains en attendent beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous, quel sera le message du président de la République à cette COP en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, lui qui portera naturellement la voix de l'Afrique centrale? Est-ce qu'il y aura du répondant dans ce sens? Merci. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de la journée nationale de l'arbre, que le président de la République a une crédibilité sur ces sujets, puisqu'il a fait adopter, il y a une quarantaine d'années, un texte concernant la préservation de nos forêts et tout ce qui est lié à la forestation et au reboisement, à un moment, et vous devez, vous les journalistes, lui en faire crédit, à un moment où les questions écologiques, y compris dans les pays les plus avancés, n'étaient pas forcément au centre des préoccupations. Donc c'est déjà un gage de crédibilité. Il va donc porter la voix du Congo et la voix de l'Afrique avec ce socle de crédibilité. La deuxième réflexion, et vous avez bien raison, on parle de la COP 21, je crois que ça s'appelait comme ça en 2015, c'était la numérotation de cette édition-là, c'était il y a 9 ans. Et l'année qui va commencer, on entrera dans la 10e année. Il y a eu des engagements financiers qui ont été pris par les pays les plus nantis. Et il faut reconnaître et déplorer que ces engagements ne sont pas tenus. Donc je crois que le président de la République portera également son message sur les promesses non tenues et l'urgence de tenir ces promesses. Maintenant, nous avons une position qui est d'autant plus crédible, et là je parle du bassin du Congo. Vous avez parlé du fait que le président de la République présidait la commission climat du bassin du Congo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les spécialistes et scientifiques le disent, il y a 3 grands bassins, Bornéo-Mékong, Amazonie et le bassin du Congo. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le bassin du Congo est le seul qui arrive à avoir un solde positif pour ce qui concerne les questions du carbone. C'est-à-dire que c'est le dernier bassin qui aujourd'hui arrive encore à maintenir les conditions qui permettent la protection de la biodiversité. Le seul. Les autres, malheureusement, émettent plus que ce qu'ils séquestrent. C'est clair. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est-à-dire la crédibilité du président en tant que leader mondial sur ces questions depuis des années, des décennies,
La nécessité pour les pays les plus nantis de respecter enfin leurs promesses. Nous avons, pour ce qui concerne le bassin du Congo, ma collègue, la ministre Soudan Nono, en parle régulièrement, fait le nécessaire pour rendre bancables des projets au profit des communautés locales, permettre que l'accompagnement, la contrepartie de la non-exploitation sauvage de cet environnement-là soit compensée par le financement des projets communautaires au profit des populations concernées. Nous sommes prêts, c'est-à-dire que le bassin du Congo est prêt à recevoir les financements qui sont promis depuis près de 10 ans. Je crois que le président de la République rappellera à ses pairs réunis en Azerbaïdjan toutes ces nécessités-là. Et enfin, ce que j'ai dit sur la séquestration du carbone, c'est une réalité scientifique que vous pouvez vérifier. Merci. Je suis Michael Gattier, je prends la parole au nom de Focus Media, qui est un média en ligne. Monsieur le ministre, Monsieur Ernest Dimi a posé une question assez importante sur le carburant qui en réalité cause préjudice pratiquement à tout le monde, à tous les Congolais, le social des Congolais. Vous avez répondu, vous avez donné une réponse qui, malheureusement, ne convainc pas en réalité. Parce que nous parlons des sujets d'actualité. Pas plus tard que hier, vous étiez avec votre collègue en charge en réalité des questions liées aux hydrocarbures. Mais quand Monsieur le ministre nous donne cette réponse, j'ai l'impression que c'est une question qui n'est pas prise au sérieux, en réalité. Permettez-moi. J'ai 2 questions. Écoutez, laissez-moi répondre à votre mise en cause, d'abord avant de parler de vos questions. Vous ne pouvez pas dire à un ministre qu'une question n'est pas prise au sérieux. Simplement, nous constatons tous la crise. Vous savez, le rôle d'un gouvernement, le rôle d'un porte-parole de manière un peu plus précise, n'est pas de venir vous exposer les tourments qui justifient une situation. Le rôle du gouvernement et le rôle du porte-parole qui reporte à l'opinion ce qui est fait ou décidé par le gouvernement, c'est de vous apporter une information quand elle sera mûre. Si vous voulez que je vous mente et que je vous dise des choses qui sortent de mon seul esprit, je peux le faire, mais je ne crois pas que ce soit utile. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un problème, que ces problèmes sont des problèmes de distribution, que nous les connaissons année après année, et qu'il y a probablement une responsabilité, et je vous le concède, des pouvoirs publics pour essayer de faire cesser cette situation. Maintenant, quand nous aurons effectivement toutes les réponses sur ce qui va permettre de juguler la crise, eh bien à ce moment-là, nous les porterons à votre connaissance. Voilà ce que je vous ai dit. Je n'ai pas dit que nous ne les prenions pas au sérieux. Ça, c'est votre interprétation et votre jugement, et je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas considérer que tout un gouvernement serait animé par le manque de sérieux. Nous y travaillons, et quand nous aurons jugulé l'affaire, on n'aura pas forcément besoin de venir vous rapporter les résultats de cette politique pour ramener au plus vite le carburant dans les pompes, mais vous le constaterez, et nous le constaterons tous, parce qu'au fond, nous sommes tous victimes du même problème qui est celui de la pénurie de carburant. La différence entre vous et moi en tant que gouvernant et vous en tant qu'usager, c'est que nous, en plus du fait d'en être victime, on doit trouver les solutions. Et nous nous y attelons. Voilà ce que je tenais quand même à vous dire pour vous amener quand même à atténuer votre jugement et employer des termes aussi forts que le manque de sérieux. On s'y attelle. Merci. Je disais tantôt que j'ai 2 questions. Je vous en prie. La première a été déjà amorcée par Madame Aline Francis-Tokabeka. C'est justement lors de l'interview hier, à l'opération de planting, le président parlait de la nécessité de tirer profit du dividende de forestier. Il parlait en réalité de toute l'Afrique. Nous partons à Bakou. En réalité, quelle est la position du Congo dans ce sens? Parce que j'ai assisté à plusieurs échanges de Madame Arlette Soudan Nono sur ces questions-là. Mais elle faisait comprendre aux journalistes qu'en réalité, le Congo a un déficit en termes d'experts. Et quand le Congo va à ses grands rendez-vous, en réalité, le Congo est en mal d'experts sur ces questions-là. Et en réalité, les projets ne sont pas assez bancables que ça. Est-ce que cette fois-ci, on va en réalité espérer à une grande attente, parce qu'il ne s'agit pas de participer que pour participer. La deuxième question, il s'agit des questions de priorité au Congo. Aujourd'hui, on le sait, la Société nationale de transport
est en grève aujourd'hui. Le CHU, on parle aussi de l'université Marien Ngouabi, j'en passe. Mais on se demande, en réalité, au Congo, quelles sont les priorités pour le Congolais, pour le Congo. Parce qu'on constate que le Congolais manque de tout, pratiquement de tout, même le minimum existentiel. Le Congolais en manque. L'éducation des étudiants aujourd'hui, la formation y compris, on n'en parle pratiquement pas sur le gouvernement, on n'en parle pratiquement pas sur les médias. Parce que si ça peut être une information, aujourd'hui, Marien Ngouabi est pratiquement à 1 mois de grève aujourd'hui. Quelle est la priorité en réalité? Merci. Bon, vous êtes, avec votre ton, avec votre brutalité dans le jugement, bon, on va accepter le principe. Alors, la première question, je crois que dans le déroulement des grandes conférences comme les COP, et donc la COP 29 qui arrive, il y a 2 phases, voire 3. Il y a une première phase, ce sont les experts, justement. Donc, au moment où nous parlons, nous pouvons considérer que nos experts sont à pied d'œuvre. Je ne sais pas dans quelle instance et à quelle occasion ma collègue aurait dit qu'on manque d'experts. Non, je crois peut-être qu'elle a dit qu'on n'a peut-être pas assez d'experts pour pouvoir multiplier notre présence dans les différentes instances tout le long de l'année, peut-être. Mais dire que nous manquons d'experts, ça serait, dans leur qualité, je veux dire, leurs compétences, ça serait un jugement très sévère, parce que sinon, excusez-moi l'expression, mais on entendrait à travers le monde, et ça viendrait à nos oreilles, mais le Congo se ridiculise en envoyant dans ces conférences où il faut des scientifiques et des experts, des gens qui ne sont pas au niveau. Vous savez, il n'y a pas d'indulgence. Quand les gens constatent que vous êtes mauvais, ils finissent par dire « ceux-là, ce sont des mauvais ». Donc, peut-être que la collègue a parlé de l'insuffisance d'experts plutôt que de leurs compétences. Mais là, nous avons nos experts. La deuxième phase de ces rencontres de haut niveau, c'est les conférences ministérielles auxquelles prendront part les membres du gouvernement des pays respectifs. Pour nous, la ministre Arlette Soudan-Nono. Là également, je pense que nous n'avons jamais démérité. Nous n'avons jamais démérité. Troisièmement, vous dites que ça serait parce que, et ça m'étonne que la collègue ait dit cela sous cette forme, que c'est parce que nos projets ne seraient pas bien montés qu'ils ne connaîtraient pas de financement. J'ai cru entendre ça, peut-être que je me trompe, dites-moi si je me trompe sur votre propos. Non, la raison principale, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est que les gens qui ont promis de financer n'ont pas financé depuis presque 10 ans. Ce n'est pas parce que nos projets sont mauvais, on rédige ces projets, on les conçoit avec les experts les plus pointus, pas seulement les experts congolais que vous considérez comme incompétents, mais avec des experts financiers, avec des banques, avec les grandes ONG qui accompagnent les gouvernements à travers le monde sur la conception de ces projets et leur exécution. Donc le problème, ce n'est pas l'incompétence qui empêche de mettre en œuvre les projets, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'argent. Eh bien, quand il y aura de l'argent, et c'est pour ça que j'ai dit que le président de la République va porter la parole de l'Afrique et du bassin du Congo en particulier, ne manquera pas d'aborder cet aspect-là. C'est-à-dire la nécessité que les pays et les organisations qui avaient promis des financements exécutent de manière effective leurs promesses. Maintenant, vous me demandez quelle sera la parole du président de la République là-bas. Je laisse au président de la République la primeur du message qu'il va porter là-bas. Le deuxième point, ce n'est pas une question. Vous dites que quelles sont les priorités. En gros, vous n'avez pas les bonnes priorités, et ceci et cela. Je crois que sur ce sujet, et cela fait même l'objet, je crois, des 2 ou 3 dernières quinzaines, où les journalistes que vous êtes avaient soumis au porte-parole du gouvernement les difficultés qui sont celles des différents services publics et des administrations, des établissements publics sous tutelle et les entreprises d'État. C'est quelque chose aujourd'hui de notoire. Le problème, c'est l'insuffisance des ressources qui, hélas, empêche le paiement des arriérés d'un côté et font que des paiements courants, c'est-à-dire, par exemple, on dit, on est en novembre, on va payer novembre, mais il y a les arriérés de plusieurs mois en amont. Tout cela est vrai, mais ce n'est pas une question
de négligence ou d'absence de priorité cohérente de la part de l'État, c'est l'absence d'argent. On en revient toujours à ce problème-là. J'ajouterai d'autres éléments, mais je vais les aborder, on va dire, juste de manière symbolique et un peu en allusion, pour que nous nous comprenions. Il y a dans les sociétés, les établissements ou les administrations en difficulté, peut-être aussi la nécessité de regarder si les ressources qui sont générées par l'activité sont effectivement affectées à la gestion des charges. Nous ne sommes pas une économie soviétisée, c'est-à-dire on n'est plus un pays communiste où c'est l'État qui sortait de sa caisse et qui donnait régulièrement. Il y a donc une part à faire entre la nécessité pour l'État d'avoir le plus de ressources possible, je dis bien le plus de ressources possible, et c'est le fameux comité de trésorerie et en charge de l'optimisation des ressources. C'est ce comité qui va nous apporter la solution. Récemment, nous avons vu passer une correspondance, un communiqué pour être précis, du ministère des Finances qui parlait d'un programme national d'optimisation des ressources de l'État et du Trésor public en particulier. Voilà tout ce qui va nous permettre d'alléger le poids de la dette chaque mois, peut-être de prolonger les délais de remboursement. Il y en a qui sont aujourd'hui à 2026. On veut peut-être prolonger les choses, pas 2024, 2025 et 2026. On essaye de prolonger ou proroger ou éloigner la date de remboursement, peut-être sur d'autres années, pourquoi pas sur les 10 prochaines années, pour retrouver une certaine marge. Voilà, c'est un problème de trésorerie, ce n'est pas un problème de priorité qu'on ne prendrait pas en compte. Je tiens quand même à le souligner, le gouvernement est à la tâche et s'arrange au maximum pour réduire les charges mensuelles qui peuvent être dues à la dette. Enfin, j'ajoute un point que j'ai dit en introduction sur le sujet. Le gouvernement, d'abord, vraiment félicite les agents concernés pour leur résilience malgré la crise. Ils optent pour des revendications qui sont des revendications pacifiques, qui sont des revendications dans la paix, et le gouvernement s'efforce, à chaque fois qu'une revendication est mise en avant, de recevoir les syndicalistes ou les collectifs et privilégie avec eux, et c'est leur honneur à eux qui sont dans la difficulté, privilégie le dialogue social. Fulgence Zekito Brazanet. Monsieur le ministre, depuis un moment, dans certains quartiers de Brazzaville, les camions de l'armée ramassent et les ordures et les bacs à poubelles de la société Averda. Ma question est celle de savoir, le contrat entre le gouvernement congolais et la société Averda est toujours en cours. Et si ce n'est pas le cas, qu'en est-il des 2000 francs qui sont prélevés chaque fin du mois dans le revenu des Congolais? Il faut savoir que la première cause du désordre lié à l'amoncellement des ordures, c'est une grève qui a duré quelque temps au niveau des agents d'Averda. Et partout dans le monde où la société de ramassage des ordures connaît des perturbations liées au climat social, vous retrouvez malheureusement l'amoncellement des ordures. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, l'État a mis en place des mécanismes exceptionnels, parmi lesquels l'armée, donc le génie militaire pour résumer, de manière à ce que nous puissions obtenir le ramassage des ordures qui vraiment défigurent notre capitale. Donc ce service est en cours, il vient en complément de ceux d'Averda. Alors, vous évoquez la situation contractuelle, je crois qu'elle est claire. Averda a même, je crois, publié un communiqué que j'ai aperçu sur les réseaux sociaux. Il y a une phase de cessation du contrat avec l'entreprise Averda et le recrutement d'une entreprise pour leur succéder. J'ai lu, comme tout le monde, des échos d'un journal en ligne, un journal français en l'occurrence, Africa Intelligence, qui avait publié une information avec des chiffres totalement fantaisistes, et ça je le dis de la manière la plus ferme,
C'est une fake news qu'ils ont publiée, hein, une fake news. Là, on est dans la pure fake news en disant que l'État devrait plus de 100 milliards de francs CFA à Averda. C'est faux. La dette d'Averda a été traitée pour l'essentiel. Et aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire qu'il y a un reliquat de 15 à 16 milliards dû à Averda. Vous voyez, ce n'est pas ces montants de 100 milliards. C'est faux. La dette résiduelle d'Averda, c'est 16 milliards. Donc, le gouvernement communiquera, le moment venu, avec les services compétents de la mairie de Brazzaville, quand le contrat va cesser et quand l'entreprise qui va succéder sera mise sur les fonds baptismaux et se mettra à la tâche. Pour l'instant, le contrat n'est pas encore résilié, donc l'obligation de payer est là. Alors je comprends, vous faites le lien entre les ordures qui se sont accumulées du fait de la grève et la persistance du paiement de cette taxe. Le contrat est en cours. Maintenant, il y aura des ajustements très certainement entre l'État et Averda, puisque je vous ai parlé d'un reliquat de dette de 16 milliards. Donc forcément, quand un contrat prend fin, c'est un peu comme dans les couples, excusez-moi de le dire comme ça, quand un couple se sépare et divorce, à ce moment-là, on fait les calculs. Hein. Moi, j'ai apporté tant, j'avais fait ceci, mais il faut me rendre cela. Donc c'est à ce moment-là, au moment du divorce, quand il sera consommé, que les parties prenantes, nous d'un côté et Averda de l'autre, eh bien, on va régler ces comptes-là de manière à dire « mais on a versé 2000 par un machin, et c'était un moment où votre service n'était pas ceci, pas de qualité ». Donc c'est des choses qui se feront. Je comprends votre souci, mais elle s'évoque plutôt dans le cadre des discussions, des négociations qui se font au moment de la rupture. Donc ça se fera à ce moment. Gustavo Sira, je représente le média Écho du Vrai. Monsieur le ministre, j'ai eu une question qui concerne la situation socio-économique actuelle du pays. D'une manière générale, l'opinion reste confuse sur cette situation. Pourriez-vous nous dire, monsieur le ministre, quel type de crise le pays traverse ? C'est une crise de la dette. Je crois que le gouvernement a communiqué là-dessus de manière abondante. Et je vous rappelle le communiqué dont j'ai parlé du ministre des Finances d'il y a quelques jours, qui a été partagé sur les réseaux sociaux et qui, de manière synthétique, et si j'en donne quelques points, dit en gros, notre problème, c'est pas qu'on n'encaisse pas d'argent. Notre problème, c'est qu'on a, sur le marché financier de la CEMAC, principalement, emprunté dans des conditions de court terme que nous avons pu supporter pendant un temps, et aujourd'hui, face à la puissance des montants à rembourser mensuellement, l'État s'est retrouvé, parce que c'est des remboursements qui sont évidemment nécessaires, vous empruntez, vous remboursez. Eh bien, cette charge était devenue telle qu'il fallait mettre en place un mécanisme interne, c'est le comité de trésorerie et d'optimisation des ressources, comité de trésorerie présidé par le chef de l'État et composé des ministres compétents, depuis le Premier ministre jusqu'au ministre sectoriel, et donc chercher à renforcer le niveau de ressources que nous avons chaque mois pour faire face plus facilement. C'est cela le premier problème. La deuxième solution, après avoir mis en place des mécanismes pour renforcer, augmenter les ressources, les optimiser, comme ils disent dans leur langage financier, mes collègues du gouvernement. Le deuxième mécanisme, c'était de négocier avec nos créanciers sur le marché financier de la CEMAC notamment, pour obtenir ces interlocuteurs, qu'au lieu de rembourser en 2025, on rembourse par exemple en 2030 ou 2035, et qu'on essaye de réduire le poids mensuel des remboursements. Ce sont les deux mécanismes sur lesquels nous nous appuyons. Donc je résume, la cause, c'est une charge mensuelle et donc annuelle qui pèse sur nos capacités de remboursement et donc nous rend parfois incapables de gérer les charges courantes. Et la deuxième chose, les solutions, c'est d'optimiser les ressources en interne, trouver le maximum de possibilités de renforcer les ressources financières, là où on constate peut-être des gaspillages, peut-être des fraudes, peut-être ceci ou cela. Et enfin, de négocier avec les fameux créanciers à court terme pour obtenir d'eux
des allongements pour la durée de remboursement, un aménagement des intérêts moratoires et tout ce qui peut permettre de nous rendre un peu plus à l'aise pour respecter nos charges courantes. Tressika Kipebe pour GoTV. Je parlerai sport. La première préoccupation, le Congo est menacé de sanctions par la FIFA suite au bras de fer qui se passe entre la commission ad hoc et le bureau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale avait convoqué les 3 parties, le comité exécutif, le ministère en charge des sports et puis la commission ad hoc pour prendre à bras le corps ce problème afin de résoudre et apporter une solution. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Dans quelques jours, peut-être la FIFA pourra frapper le Congo suite à cette sanction. Est-ce que le gouvernement pense-t-il rester muet face à cette situation, sachant par exemple au Cameroun, lorsqu'il y a eu bras de fer entre le ministère, la FECAFOOT et bien d'autres, c'est le gouvernement à travers le président de la République qui a donné l'ordre au Premier ministre d'apporter une solution. Est-ce que le gouvernement pense rester muet face à cette situation? Bon, pour ce qui concerne les conflits internes à la FECOFOOT, les conflits internes, je crois avoir donné la position de principe d'un État soucieux du respect de sa propre loi. Il y a dans notre Constitution le principe de la liberté d'association. Une fédération est une association, c'est-à-dire une association qui, dans le cadre bien entendu du respect des lois, fixe son mode de fonctionnement dans ses statuts. Et ces statuts engagent les membres de l'association. Nous, l'État et tous les autres, nous sommes des tiers par rapport à cela. Alors, vous me dites, et vous m'apprenez donc qu'il y a eu une tentative de concertation entre les 2 parties en conflit et l'Assemblée nationale, dont je n'avais pas l'information. Je ne sais donc pas ce qu'il en a résulté. Je dirais simplement, puisque vous comparez avec le Cameroun, c'est que là, ce n'est pas un conflit entre la fédération et un ministère. C'est un conflit interne à la fédération. Si, justement, quand vous parlez de menaces de la FIFA, si le gouvernement s'en mêlait, c'est à cette occasion, je dis bien à cette occasion, que l'État du Congo, notre pays, serait suspendu par la FIFA. Je ne vois pas, madame, à quel moment le ministère des Sports est intervenu, et donc le gouvernement est intervenu dans ce débat. La nuance est de taille. Dans le cas du Cameroun, nous avons suivi cela sur les réseaux sociaux. On a vu parfois même des vidéos, des capsules vidéo. Mais c'était le président de la fédération d'un côté, le ministre des Sports de l'autre. On a même vu des images parfois un peu brutales, où ça ne se saluait pas, etc. C'est pas ça la difficulté congolaise. La difficulté congolaise, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la fédération, des clubs, donc des gens quand même outillés, concernés et informés de la situation interne à la fédération, qui ont décidé de prendre un certain nombre de responsabilités. Nous n'y sommes pas, on n'en est pas à l'origine, et ils ont fait leur affaire, et nous sommes des observateurs comme vous. C'est-à-dire, nous ne sommes pas comptables de la situation interne. Maintenant, s'il faut effectivement que l'Assemblée nationale ou d'autres médiateurs tentent de régler le problème, eh bien, c'est très bien. Et on espère qu'une solution rapide sera trouvée. Mais le gouvernement n'est pas aujourd'hui à la manœuvre comme un acteur de la crise. Nous sommes des observateurs et nous souhaitons qu'une solution soit trouvée. Alors à partir du moment où le problème ne concerne pas le gouvernement, que le gouvernement n'est pas intervenu pour orienter cette crise dans un sens ou dans un autre, je ne vois pas sur quelle base la République du Congo serait suspendue de compétition par la FIFA, puisqu'il n'y a pas eu d'ingérence politique. Je suis Jean-Eudes Ganga, je représente le média groupe congomedia.com, le site internet. J'ai une question qui est en rapport avec l'environnement, notamment la décharge de la société à Verda qui se trouve être, je pense bien, à Lifula, je crois qu'à la sortie nord, après le péage.
Et je crois savoir que la Verda procède par enfouissement des ordures à ce niveau-là. Je voudrais savoir s'il y a une étude d'impact environnemental qui avait été menée avant d'installer ce site-là là-bas. Parce qu'on sait qu'il y a la nécessité de protéger les nappes phréatiques qui sont là. L'Ifula est une zone périphérique de Brazzaville, donc qui est appelée à recevoir, sinon qui reçoit déjà des lotissements. Est-ce qu'il y a une étude d'impact environnemental qui a été faite avant d'installer ce site-là là-bas? Et je voudrais aussi savoir si, avec la rupture qui devient inévitable avec Averda, la nouvelle société avec laquelle le pays va contracter, est-ce que cette disposition va être prise en compte, celle de la gestion des ordures? Parce qu'il y a le recyclage, soit vous recyclez, or Averda ne le fait pas, Averda enfouit, soit vous enfouissez. Alors, quelle est la démarche qui va être adoptée avec la nouvelle société avec laquelle l'État va contracter? Bon, je vais répondre tout de suite sur le deuxième point. On ne va pas anticiper sur les obligations réciproques que les deux parties vont contracter l'une vis-à-vis de l'autre, alors que le contrat n'est pas encore connu ni exécutoire. Donc je renvoie votre questionnement sur les obligations qui vont être assignées à cette société au moment où le contrat sera signé. Pour le premier point, existe-t-il une étude d'impact? On pense que oui. Vous savez, notre exercice ici, ce n'est pas que je réponde comme un singe savant qui a la réponse à tout, y compris à des questions inattendues sur lesquelles il n'est d'ailleurs pas un spécialiste. Mais en tant que porte-parole, je me soumets à l'exercice. Et quand je vous l'ai dit assez régulièrement, quand je n'ai pas la réponse, eh bien je la diffère. Ce que je peux penser, ce que je peux dire à Verda, à pignon sur rue dans notre pays depuis des années et des années, un site d'enfouissement qui n'est pas un site clandestin, qui est un site à ciel ouvert que tout le monde connaît, y compris vous en tant que journaliste et en tant donc que spécialiste de la question. Je connais aussi la rigueur et les exigences de ma collègue Madame Marlette Soudan-Nono, dont je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a le moindre projet qui est évoqué, je parle des projets à venir, en Conseil des ministres, eh bien, elle a une exigence: y a-t-il eu l'étude d'impact environnemental? Quand on a une collègue comme ça sur le dos, c'est-à-dire qu'elle a l'énergie, elle a tout ce qu'il faut, je peux vous assurer que l'étude, vous l'avez faite en amont, parce que vous savez qu'elle bloquera le dossier et a raison. Donc, je peux anticiper pour dire qu'il y a eu une étude environnementale. Maintenant, vous parlez, et c'est peut-être une des raisons aussi, au-delà de la qualité du service entre Averda et l'entreprise qui va lui succéder, vous dites qu'il aurait fallu peut-être évoquer des questions de recyclage. Peut-être aussi que ça fait partie des raisons qui amènent l'État à faire évoluer un peu les choses avec une entreprise qui apportera peut-être des services plus complets, y compris jusqu'au recyclage. Vivas Mombwana pour France 24. Le 20 octobre dernier, le Centre d'action pour le développement, CAD, a organisé une commémoration en hommage aux victimes de la répression lors des manifestations contre la révision de la Constitution en 2015 et l'élection présidentielle en 2016. 8 ans après, cette organisation non gouvernementale réclame justice et l'indemnisation pour ces victimes. Quelle est la réponse du gouvernement face à cette demande? Le changement de la Constitution a été un fait politique et constitutionnel qui a été majeur dans la vie de notre pays, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des institutions dont on parle sont régies par le nouvel ordre constitutionnel adopté il y a un peu plus de 9 ans aujourd'hui. Alors, une ONG, Centre d'action pour le développement, vous avez dit, c'est ça, réclame justice 9 ans après. Il me semble que les mécanismes juridiques et judiciaires de notre pays sont connus. Je suis un citoyen, j'estime avoir été lésé par une infraction commise par un tiers, je saisis la justice. La justice, nous la saisissons par des mécanismes comme saisir le procureur de la République ou écrire directement à l'autorité judiciaire pour demander une citation de ceux dont on estime qu'ils sont responsables des infractions
dont on a été victime. Donc je ne peux pas vous faire une autre réponse que celle-là. Si 9 ans après, donc, il y a des gens qui réclament justice, eh bien qu'ils saisissent la justice. Je suis Christian Tsoumond, correspondant de BBC Afrique. Ma question, c'est sur les plaintes de l'écrivain Henri Njombo, dont l'ouvrage a été retiré des programmes scolaires. Qu'est-ce qu'il en est exactement, qui était programmé, je crois, dans les classes de terminale? Et il se trouve que le ministère de l'Éducation a retiré l'ouvrage du programme. Et je comprends l'émoi qu'a pu avoir le ministre d'État Henri Njombo à un moment donné de l'incident dont vous parlez, mais je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Et il me semble que tout cela est le fruit peut-être d'un malentendu. Alors en 2 mots, il s'avère que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire est accompagné par un comité d'experts qui a pour fonction, pour rôle, d'aider à l'introduction dans nos programmes, pour pas que ça reste permanent, que ce soit toujours les mêmes choses. Il y a 10 ans, on va mettre au programme les mêmes livres, 10 ans après, c'est toujours les mêmes, 20 ans après, etc. Donc il y a un comité d'experts qui accompagne le ministère pour rénover les programmes, introduire un peu de sang nouveau, parmi lesquels des écrivains qui sont des écrivains congolais, parce que l'idée de ces experts, et c'est l'orientation générale du ministère et du gouvernement, c'est de congoliser nos programmes. Il est bien de lire Rimbaud, Malraux ou Molière, mais c'est bien aussi de lire nos grands écrivains, les Chikaya Utamsi, Henri Lopez, et donc le ministre d'État Henri Njombo aujourd'hui. Donc cela part l'introduction, parce que ce n'était pas dans les programmes. Quand vous dites on a retiré des programmes, non. On introduisait, c'est-à-dire que le comité d'experts a recommandé au ministre d'introduire parmi les nouveautés littéraires à mettre au programme de nos enfants l'ouvrage dont vous parlez du ministre d'État Njombo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que si vous incitez les parents à acheter un ouvrage, c'est-à-dire dire, bon, on a inscrit au programme tel ouvrage, encore faut-il qu'on puisse le trouver au Congo. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'était que l'éditeur de l'ouvrage, en amont, n'avait pas anticipé sur le fait de mettre à disposition ici au Congo un stock suffisant de l'ouvrage pour que les élèves concernés puissent l'acquérir. Et face à la difficulté, on ne peut pas mettre un ouvrage qui n'est pas disponible au programme, au risque, puisque donc l'élève ne pourra pas le lire, puisqu'il n'est pas disponible, au risque qu'au moment de l'examen qu'il va passer de son baccalauréat, il ait un enseignant qui puisse, de manière un peu sadique, lui dire « Parlez-moi de l'ouvrage du ministre d'État Henri Njombo ». Mais je ne l'ai pas lu. Ah, mais il était au programme. Donc le ministre a pris un petit recul qui consiste à dire « L'ouvrage n'est pas disponible ». L'éditeur a pris l'engagement que pour l'année scolaire prochaine, cet ouvrage sera rendu disponible, donc il va mettre en œuvre une production et une arrivée au Congo de l'ouvrage du ministre d'État Henri Njombo. Et donc, c'est l'année prochaine, quand ces ouvrages seront disponibles à l'achat et à l'acquisition pour les élèves, que l'ouvrage sera de nouveau inscrit. Donc ce n'est pas une censure, ce n'est pas une mauvaise manière, et je peux vous dire aujourd'hui, d'après les informations que le ministre Moutou m'a données sur cette question, puisqu'elle a fait un petit peu de bruit quand même la question, il m'a dit que le ministre d'État Henri Njombo avait été rassuré, satisfait, et son éditeur et lui-même sont à l'œuvre pour que l'ouvrage arrive ici massivement pour l'année prochaine.